Bonjour à toutes et à tous. Le son est un peu fort, mais peut-être qu'en début de prédigestion, c'est pas plus mal. Hein, d'accord. J'espère que vous allez tous bien. Ça va? Oui, impeccable. J'imagine que vous êtes volontaires pour assister à cette conférence. Oui, évidemment. C'est un sujet qui, j'imagine, vous interpelle, nous interpelle tous et toutes, celui de la désinformation, qu'on nomme fake news, mais on a convenu tout à l'heure que fake news, ça ne nous plaisait pas trop, d'abord parce que c'est un anglicisme, puis parce que nous, on a un terme en français qui, à notre sens, est peut-être beaucoup plus parlant, qui est le terme d'infox. Info, toxicité, fausses informations, c'est toxique. Les fausses informations sont toxiques pour notre société, pour notre démocratie, pour notre vivre ensemble. Ça, c'était le premier constat. Le deuxième constat, c'était de se dire, bien, ok, face à cette problématique qui est assez gigantesque quand on la pose comme ça, concrètement, quels sont les moyens d'action? Et on s'est dit, bien, un très bon moyen d'action, c'est le niveau local. Et qui mieux que nos élus pour nous parler justement de cette question de la désinformation, de cette question des infox et des initiatives qu'ils mettent en place, des expériences qu'ils vont nous partager cet après-midi. Alors je vous prie de les accueillir sous un tonnerre d'applaudissements. Je vais les nommer et les citer, même si nous avons eu et nous avons au-dessus leurs photos et leurs titres. Donc tout d'abord, Angèle Bazin, qui est maire de Chaillevette. On l'applaudit bien fort. Alors c'est par ordre alphabétique. Hein. Nous avons ensuite Christophe Plassard, qui est député Horizon, commune de Royan, et qui est à la commission des finances au Sénat. J'ai déjà dit une bêtise. Je fais deux correctifs. Je ne suis pas au Sénat, bien à la commission des finances. Et je suis d'abord député d'Oléron, Royan et de tout un bassin, puisque je n'ai qu'un tiers de Royan. Mais un beau tiers. Nous accueillons ensuite le maire de Pont-l'Abbé et qui est conseiller départemental, M. Alexandre Schneider. Et notre sénateur, donc député, sénateur. Il s'agit de M. Michael Vallée, qui est aussi à la commission des affaires étrangères, défense et forces armées. Et nous allons avoir l'occasion d'échanger aussi sur ces sujets-là. Donc on l'applaudit bien fort. Alors forcément, avec un tel parterre, il était nécessaire quand même d'essayer de structurer un petit peu les propos. D'abord parce que, comme vous avez vu, on vous a concocté un super programme. Donc l'idée, c'est qu'on puisse terminer cette première séquence aux alentours de 15h30 et surtout qu'on puisse avoir du temps d'échange avec vous. Donc pour cela, il y a un certain nombre de questions. Donc la première que je vais poser à nos invités, ici présents, est la suivante. Comment au quotidien, vous, chers élus, luttez-vous contre la désinformation et contre les infox? Vous êtes libre de prendre la parole dans l'ordre que vous voulez. C'est parti. Alors, nous avons un micro HF là, mais s'il ne marche pas, je passe le mien. Alors, est-ce qu'il marche? Oui. Je vais le rapprocher parce que j'ai une voix peut-être plus faible que la vôtre. Alors, comment nous, élus, on lutte contre la désinformation? Déjà, en essayant d'informer au plus près de nos administrés par des bulletins. On a 4 parutions par an de tous nos projets. Nous avons également des réseaux sociaux. Mais à notre échelle, en tout cas, ce qui est une force aussi pour nous à l'échelle locale, c'est la proximité. Et je pense vraiment que c'est ce que attendent les citoyens. J'ai un exemple où on a réhabilité, pourtant on avait communiqué sur le sujet, un ancien camping en parc de loisirs. Et pour réhabiliter ce parc, il fallait le mettre en sécurité et donc faire un diagnostic des arbres. Ce qui a entraîné par la suite donc un abattage d'un certain nombre
d'arbres dangereux pour mettre en sécurité les lieux. Donc, certains peut-être n'avaient pas eu l'information ou ont été choqués. En tout cas, on a presque été accusés de déforestation, donc à Chaillevette, voilà. Et là, dans ces cas-là, moi en tout cas, la proximité m'aide. Donc, j'ai répondu sur les réseaux sociaux, dans un premier temps, que tout était à la disposition des administrés, et le diagnostic également, et que c'était la marche à suivre pour sécuriser les lieux, et donc sécuriser les habitants. Donc, peu sont venus voir finalement le diagnostic. Les messages se sont arrêtés par la suite. Mais comme quoi, sans information, on peut vite dériver à des idées qui ne sont pas celles qu'on exerce, celles du projet, celles de l'avancée du projet. Et parfois, on a l'information, mais on ne l'a pas consultée, et tout de suite, on part sur les dérives. Et donc, c'est vrai que nous, en tant qu'élus locaux, en tout cas, on est vite repris ou vite mis sur la cible en disant « Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que vous faites ?» Donc moi, en tout cas, pour lutter sur ce genre d'informations et pour éviter aussi toutes les dérives des réseaux sociaux, je plaide la proximité. Merci beaucoup. Un autre exemple. Oui, on peut applaudir. Allez. Bien sûr. Donc peut-être un autre exemple d'un autre de nos invités. Allez, bonjour à toutes et à tous. Je crois que le sujet, c'est que du coup, l'Infox naît souvent en ligne et elle se règle souvent autour d'un café à la mairie ou dans une salle des fêtes. Finalement, la vérité circule plus vite dans une salle des fêtes que sur des réseaux sociaux. Et la force que nous avons dans les communes, c'est d'avoir la capacité, alors tout le monde ne le fait pas, mais de se confronter à nos citoyens. Parce qu'une réunion publique, on n'est pas là que pour faire un monologue. Et quand les questions fusent, généralement, il faut savoir y répondre. Quand on fait encore plus des réunions de quartier, et ça, je pense que c'est une des bases de la démocratie locale, on est ravis parce qu'on se dit, tiens, plein de monde vient à la réunion de quartier, seulement chaque habitant qui vient, généralement, est un sniper avec un problème personnel bien précis, et on est là pour y répondre. Alors, y répondre, c'est intéressant parce que ça permet, nous, de donner des solutions, mais ça permet aussi de désamorcer les infox, parce qu'il faut bien se dire que dans une mairie, l'infox ne touche pas que les habitants. Ça touche aussi les conseils municipaux en interne. Et au contraire, les groupes qui peuvent travailler, j'ai eu, comme tous les maires, un très beau réseau social, une page Facebook avec de très beaux pseudos. On avait des aviateurs, on avait des marins, fort connus mais morts depuis très longtemps, qui animaient cette page et qui étaient vraiment faites pour attaquer de manière personnelle. Et ça, ça crée la discorde. Le principe d'une infox, c'est quand même de détruire le bien vivre ensemble et de faire douter. Le doute est toujours la première pierre d'une destruction. Et c'est vrai que c'est important de savoir répondre par la proximité. Je pense que le secret est vraiment la réponse à ces réseaux sociaux, parce que finalement, le physique est peut-être plus fort que le numérique. C'est de créer un écosystème de confiance. Si on n'est pas capable d'instaurer, d'insuffler la confiance dans une commune par nos actions, par tous les moyens, tous les supports qu'on peut avoir pour communiquer, on est vraiment dans le faux, et là on laisse du poids à ces infox. Donc pour moi, le premier point, c'est vraiment de réunir la population, une gouvernance aujourd'hui des communes plus participative. Il faut intéresser les citoyens à vraiment être à la base des projets avec nous. Plus les habitants sont informés, moins les infox ont de poids. Je pense que c'est déjà la première chose à faire. Merci. Donc là, on a déjà, à travers nos deux premières interventions, deux mots-clés, la notion de proximité, d'échange, et la notion de doute, et donc de questionnement. Peut-être un échelon, Assemblée nationale. Alors, il n'y a pas d'échelon. Ça, bon, il se trouve que moi, je suis issu d'un parti où on a énormément, mais c'est le cas aussi de Michael, d'élus locaux. Et ce n'est pas parce qu'on a un mandat national qu'on a une importance supérieure ou
où on a éventuellement, je dirais, un accès à des médias qui nous donnent plus de résonance, mais bon, enfin, je ne le classe pas sur une échelle ni de valeur ni d'importance. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est déjà dans ma communication, d'utiliser les outils qui sont les outils de diffusion de l'information aujourd'hui, donc les réseaux sociaux, en s'adressant à différents, c'est presque du marketing, en s'adressant aux différents secteurs de la population. Facebook, parce que je suis sur un territoire essentiellement marqué par une forte présence de retraités. LinkedIn, parce que je suis assez actif dans toute la partie économique et le monde de l'entreprise. Twitter, même si on peut s'interroger sur la présence sur Twitter, on en reparlera peut-être. Enfin bref, les différents réseaux pour essayer de couvrir un spectre le plus large possible. Après, il y a l'information qui arrive et que l'on doit éventuellement traiter. Et là, je vais peut-être vous décevoir, mais finalement, ce qui a été dit ne peut être que repris, c'est-à-dire la proximité, la possibilité de faire du tête-à-tête ou même un coup de téléphone. Et je suis assez surpris, mais je pense que c'est partagé par les élus en général, de la différence de ton entre l'écrit et l'écrit réseaux sociaux, ou même un mail, et le simple fait de prendre le téléphone. Moi, ça m'est arrivé, anecdote, d'avoir quelqu'un qui m'appelle au bureau, qui tombe sur moi, mais ne sachant pas que je suis le député et d'une virulence absolue. Et après l'avoir laissé parler un bon quart d'heure, lorsque je dis, mais vous parlez au député, je suis le député, je suis à votre... Ah, excusez-moi, monsieur le député, monsieur le député, monsieur le député. Donc je pense que rien ne remplacera la proximité. Moi, j'ai fait un choix, quand je suis devenu député, d'avoir un camion et de faire des permanences dans mes 74 communes au plus proche du terrain. Et je pense que c'est le meilleur choix que j'ai pu faire pour essayer de multiplier, parce que le sujet, c'est bien sûr comment on lutte contre les infox, mais c'est comment on a le point de contact. Parce que l'anonymat sur les réseaux sociaux, parce que la virulence, c'est-à-dire que quand parfois vous avez sur un projet de loi ce qu'on appelle des chaînes de mails et où je me retrouve à recevoir 100, 200 mails avec en gros un copier-coller du même texte, il faut identifier, est-ce que c'est quelqu'un qui est un militant à l'autre bout de la France ou est-ce que c'est quelqu'un du territoire, alors, le nombre de fois, là j'ai un problème, par exemple, c'est quelqu'un qui m'écrit, j'ai pas de mail, j'ai pas de téléphone. Donc on peut ne correspondre que par écrit. Il y a un moment donné, je dis, mais moi, ou alors c'est je sais que tu le fais, c'est de prendre sa voiture et d'aller à la porte et de frapper et de dire, voilà, je suis là, parlons-nous. Mais pour moi, une des difficultés, c'est comment on crée le contact. Après, les moyens que l'on a pour lutter contre les infox sont, à mon avis, déséquilibrés. Dans une équipe parlementaire, on a un budget et grosso modo, on est tous à peu près à 2,5 temps plein. Donc, entre le député et ses collaborateurs, c'est entre 3 et 4 personnes. 3 et 4 personnes, quand on a le travail législatif, quand on a le travail de terrain, et qu'en plus, on doit assurer un contact, voire travailler les dossiers, aller démonter une fausse information, c'est forcément très difficile. Donc, moi j'aime bien le symbole du colibri, c'est faire sa part et multiplier les points de contact, direct, téléphone, sur le terrain. Et au moins, on peut imaginer, et j'ai la faiblesse de penser que lorsque on parle à quelqu'un, il y a une caisse de résonance, il a une famille, il a des gens autour de lui, il a un cercle social, et que le discours qui dit « Ah tiens, le député est accessible, ah tiens, il répond à mes interrogations », fait qu'à un moment donné, ça infuse. La difficulté que l'on a, c'est qu'aujourd'hui, on le voit notamment à l'Assemblée, c'est l'accélération du rythme et les dissolutions, et donc l'accélération des élections. Donc, si je vais rajouter un troisième mot, deux premiers qui ont été donnés, je dirais ralentir. Si on arrive à ralentir le flux de l'information, prendre le temps, se poser, éventuellement ralentir le flux des élections, c'est ce qui permettra de donner le temps. Je savais que ça te ferait réagir. Voilà, moi, prendre le temps. Donc on a deux nouveaux mots. On a canaux d'information et ralentir. Alors. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis sénateur et comme le disent certains collègues, vous savez ce que c'est qu'un député qui a réussi ? Et je ne suis pas le plus expérimenté de la salle. Je salue ma collègue Marie-Christine Blandin qui animera un atelier tout à l'heure et je serais curieux d'entendre ce qu'elle a à dire. C'est un sujet très, 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 très compliqué en le posant juste comme ça. Alors, je ne peux pas répondre intégralement, mais pour faire court et lancer le débat, je dirais que pour lutter contre tout cela, d'abord, chacune et chacun
le fait par ses impôts, puisqu'on a d'un point de vue structurel et systémique, qui n'est donc pas la part du colibri de chacun, mais qui est l'organisation qu'on souhaite se donner, d'un point de vue de la cohésion sociale, démocratique, de notre souveraineté dans bien des aspects. Nous avons des organismes qui commencent à être de plus en plus connus. Il y a notamment l'agence Viginum, il y a le secrétariat général à la défense et à la sécurité nationale, il y a l'agence nationale de sécurité des systèmes informatiques, il y a également d'autres branches au ministère de la Défense, une cellule qui vient d'être créée au ministère des Affaires étrangères qui s'appelle French Response, parce que c'est en anglais pour qu'on soit sûr d'être compris des autres en face, nous dit-on, mais en attendant, il existe une organisation dans les services de l'État pour repérer les campagnes les plus massives de désinformation et repérer ce qui vraiment a pour volonté de venir briser la cohésion et de troubler, par exemple, les moments électoraux ou les moments importants pour le pays. Donc ce sont des organismes que nous finançons tous par nos impôts, qui donc doivent répondre de leur efficacité ou de leur manque d'efficacité ou de leur manque de moyens devant les parlementaires. Et c'est important que ça soit connu. Et la France est franchement pas trop mal placée. Il y a d'autres pays européens qui regardent avec attention ce que fait par exemple Viginum. Et puis, il y a l'autre aspect sur la question plus personnelle que vous posez. Comment est-ce que vous faites, vous, chacun ? Je pense qu'il n'y a pas de solution. Alors, je sais que c'est capté, donc je vais choisir mes mots, mais là, on n'est pas... comment dire, on est entre nous, là, à Rochefort, aujourd'hui. Moi, je suis un peu fatigué du sujet parce que je ne sais pas si je fais les choses bien, mais je sais que je fais les choses de manière à essayer de pouvoir les faire sur le long terme. C'est-à-dire que je n'ai pas la force d'être sur Twitter. Je ne dis pas que c'est bien. Je ne porte aucun jugement. Je pense qu'on fait tous comme on peut. J'ai plein de collègues de mon groupe socialiste au Sénat qui sont sur Twitter. J'ai un président de groupe encore cette semaine qui nous dit « N'oubliez pas de retweeter tel communiqué qu'on a sorti ». Je n'y arrive pas. Pour une raison de principe, parce que Twitter, il y a quelques mois avant qu'il y ait la question Elon Musk sur les biais trumpistes, etc., a changé sa politique maison en autorisant, c'est dit quasiment comme ça, la pornographie et la violence, dès lors que la pornographie, dès lors qu'on voit que personne n'est contraint, et la violence, dès lors que ça n'est pas trop sanguinolent. À partir de là, je ne vois pas comment des responsables publics peuvent cautionner la chose. Mais quand je dis ça, je ne donne pas de leçon, parce que moi, je ne suis que parlementaire de base. Si j'étais ministre ou même le président de la République lui-même, peut-il ne pas communiquer sur Twitter ? Je ne sais pas. Je pense que le mouvement ne peut être que global de la part de tout le monde. Je n'ai aucun réseau social sur mes téléphones, non pas par éthique, parce que sinon, je vais y passer ma journée. Parce que je suis comme tout le monde. Mon cerveau se fait attraper. Donc, je n'ai pas de réseau social. Et je n'ai pas les codes d'accès à mes réseaux sociaux parce que j'ai la chance d'avoir un collaborateur qui fait ça pour moi. Tout le monde dans la salle ne peut pas avoir un collaborateur qui, à sa place, filtre pour ne regarder que ce qui l'intéresse. J'en ai bien conscience. Et sur ma page Facebook, parce que nous avons la même sociologie d'habitants auxquels nous nous adressons, parce qu'on parle beaucoup des jeunes, les jeunes y passent trop de temps, etc. Allez voir les retraités. Hein. Les bêtises sur Facebook ou les « t'as vu le voisin, machin », je crois qu'il n'y a pas de question d'âge. Tout le monde s'est fait prendre par le truc. Et j'ai coupé les commentaires sur Facebook. 1, parce que je n'ai pas le temps de répondre. 2, parce que je n'en ai pas la force ou l'énergie. C'est-à-dire je peux être atteint par ça. Et je vais même vous dire, à titre personnel, il y a un code à la maison. On ne me dit pas ce qu'il y a sur les réseaux sociaux. Quand je suis à la maison, je ne veux pas le savoir. Parce qu'à partir d'une certaine heure, ça peut m'empêcher de passer une bonne soirée. Donc il y a ça quand même, qui fait que ce truc diabolique n'amène pas que des bonnes nouvelles ou des choses positives. Donc comment on fait ? Eh ben, on fait comme on peut, et je crois que s'il y avait une solution toute faite, on vous l'aurait toute donnée depuis le début. Et encore une fois, je crois qu'on ne se donne pas de leçons les uns les autres. Moi j'ai peut-être aussi la chance d'être sur un mode de scrutin électoral qui ne me demande pas de... oui, voilà, j'ai un collègue député qui, pour me taquiner, me dit « Oui, en fait, toi, tu n'as pas de réseaux sociaux, puis tu publies une lettre sur une feuille A4 2 fois par an, que tu envoies par la poste. » Oui, en fait. Mais parce que je peux me le permettre, peut-être. Donc, je n'ai pas la bonne solution. Je pense néanmoins que dans les pouvoirs publics, on devrait réussir à un moment de se dire que les réseaux sociaux, les plateformes qui ont des politiques aussi
aussi inadmissible que celle de Twitter. Il faudrait qu'il y ait un mouvement général. Mais à partir du moment où les ministères ou les plus grands élus ne donnent pas le là, c'est très compliqué. Donc on clôt déjà cette première question avec la question de l'exemplarité sur laquelle on reviendra tout à l'heure, puisque lors de notre préparation commune, nous avons abordé ce point. Donc là, on a déjà commencé à dresser le tableau de la question de la désinformation, des pistes possibles que l'on peut mettre en place pour lutter contre ces fausses informations toxiques, donc ces infox. Là, l'idée, c'est maintenant de commencer à creuser sur certains points. Donc, seconde question, au niveau politique, puisque vous êtes ici représentant des citoyens, la lutte contre la désinformation ne passe-t-elle pas également par l'information et par la formation des citoyens effectivement à notre système démocratique, je suis désolée, j'ai un peu mal de problème de diction cet après-midi, c'est-à-dire connaître les processus électoraux, les règles, savoir qu'il faut s'inscrire sur les listes électorales, etc. etc. Qui souhaite prendre la parole? Allez. Moi, je prends votre micro, du coup. Alors, là-dessus, on est aussi évidemment qu'il faut informer les citoyens, évidemment qu'il faut utiliser tous nos réseaux et nos bulletins pour informer sur tout notre processus, nos projets. Après, effectivement, on est interpellé en direct, comme je vous disais, donc soit dans les réunions de quartier ou soit dans les différentes assemblées générales des associations. Nous, sur Chaillevette, vous avez peut-être entendu parler de cette association qui s'appelle donc Les Plumés, et donc où il y a un problème sur une partie, sur quand même un tiers du village, où la loi littorale interdit la construction et donc autorise que l'extension. Dû à cette crainte de ne plus pouvoir construire, s'est déclenché plein de rumeurs sur nous allions faire des lotissements de logements sociaux, donc il était plus possible de construire à Chaillevette, nous allions être absorbés par la commune voisine, enfin voilà, toute une déferlante de rumeurs liées à ces peurs. Donc nous avons tout d'abord fait un stop aux rumeurs, donc dans nos bulletins, pour expliquer la situation. Nous avons fait aussi des réunions sur le SCOT, le schéma territorial au niveau donc, de l'agglomération de Royan, la CARA, donc pour expliquer ce qu'était le SCOT, pour expliquer à quoi il servait, quel était ce document et quelles actions nous allions mettre en place et comment j'allais voter vis-à-vis de ce document. Et là aussi, en fait, au cours de ces réunions et au cours de l'assemblée générale de cette association, Les Plumés, j'ai expliqué que toutes ces rumeurs étaient fausses. Donc celle du lotissement de logements sociaux, celle de l'absorption par la commune voisine et les possibilités qui étaient encore aujourd'hui, puisqu'il n'est pas interdit de construire, on peut encore construire en extension. Mais il était on ne peut pas revendre son terrain pour une prochaine construction à cause de la loi littorale et aujourd'hui du SCOT. Donc remettre en place toutes ces strates, parce que le maire n'est pas responsable de tout ce qui se passe. Il y a différentes strates au niveau de la collectivité, de la communauté d'agglomération de communes, et puis ensuite bien d'autres, le département, l'Assemblée nationale, le Sénat, enfin voilà. Et c'est vrai que souvent, nous, notre proximité, nous on se prend les premières colères, si je puis dire. Et puis, on fait porter au maire aussi toute cette responsabilité en disant « il faut que vous fassiez quelque chose ». Mais ce n'est pas toujours évident. Alors, on se bat pour ses administrés, oui, on se bat pour sa commune, mais nous n'avons pas toutes les cartes en main, en tout cas en tant que maire.
Merci Madame Bazin. En fait, ce qu'on comprend, c'est que parfois ces rumeurs ou ces coups de colère, etc., sont effectivement tout simplement liés à une méconnaissance des processus, des règles et de là où ça se passe. Hein, concrètement, on en parlait tout à l'heure, on va aller dire oh là là, le maire ne fait rien pour notre lycée, mais le lycée, la gestion d'un lycée ne fait pas partie en fait des prérogatives d'une mairie. Donc si on a un souci, il faut aller voir voilà, l'échelon au-dessus. Qui souhaite continuer à témoigner? Allez. Juste pour compléter exactement ce qui vient d'être dit, je pense que la transparence, encore, on est toujours sur ces mêmes thèmes, confiance, transparence. Dans nos réunions publiques, c'est important aussi de communiquer la réalité. C'est-à-dire que, par exemple, on fait un projet, moi j'ai la rénovation du port Chapon-l'Abbé, on fait venir un architecte, il y en a pour 2 000 €. La strate intéressée, c'est l'architecte des Bâtiments de France. Par contre, là, c'est 12 000 pour le même travail. Donc je pense qu'il est important aussi que les habitants, nos concitoyens, comprennent que selon la strate à laquelle on va s'adresser en tant que maire, la vérité peut changer. Les coûts ne sont pas les mêmes. Et même si on le déplore en tant qu'élu, malheureusement, ça fait partie du jeu. Et c'est vrai que si on ne l'explique pas, c'est tellement facile de se faire critiquer en disant « mais vous vous rendez compte, la mairie vient de mettre 12 000 € dans l'étude de réfection du porche ». Et oui, c'est une obligation. On n'a pas le choix que de passer par la BF. Donc ces grandes vérités, il faut les énoncer, il faut être transparent, il faut expliquer que certains dossiers ne peuvent pas aboutir non plus parce que les strates supérieures nous en empêchent, ou nous posent des difficultés qui deviennent insurmontables, parce que dans les petites communes, on n'a pas non plus des armées d'avocats, on n'a pas des armées de spécialistes, et il faut bien remettre finalement la vérité telle qu'elle est. Et sur les infox, c'est aussi le moyen de savoir si on est intégré. Juste pour la petite anecdote, jeune mère, je suis rentré un soir en disant « ma chérie, voilà, je sais, nous venons de divorcer, tout le village en parle ». Et là, je me suis dit « ça y est, je suis rentré dans tous les foyers, tout le monde me connaît, je suis enfin Pontilabien ». Voilà, donc c'est important de aussi sentir la température comme ça. Et contrairement à la haute politique, le Parlement, le Sénat, qui sont parfois très éloignés finalement de notre petite institution aussi, tu vas voir, parce que là, il faut de l'ambiance. Certaines politiques et certains députés peuvent participer eux-mêmes à la transmission de fake news. Donc c'est compliqué quand nous, c'est pas sur un écran qu'on va le voir. C'est le lundi matin, quand on a des habitants derrière l'accueil de la mairie qui viennent nous dire « non mais on a vu ça, est-ce que ça va nous impacter ?» Non, c'est pas vrai. Donc le rapport, il est réel. Finalement, le maire n'intervient plus comme un élu, mais comme un voisin. Et ça donne un poids tout à fait différent à la parole qu'on va avoir. Cette proximité, dans nos communes, on dit toujours qu'on est à portée de baffe, mais de temps en temps, il vaut mieux un affrontement avec un discours direct, un peu musclé avec certains concitoyens, que d'attendre le couteau dans le dos de la fake news. Ça, c'est important. Donc, il faut qu'on ait cette notion que les strates supérieures à nous, de temps en temps, insufflent une anxiété chez certains habitants, qui se transmet aussi par de l'agressivité. Beaucoup de maires, et pas que les maires, les parlementaires le vivent aussi dans leur permanence, les gens sont de plus en plus agressifs. Parce que ce bien vivre ensemble et ces infox participent justement à faire monter cette agressivité, cette non-compréhension. Je crois qu'on va en parler un peu plus tard dans la capacité de discuter, d'analyser une situation, de trouver les bons mots pour l'expliquer. Mais vraiment, le quotidien, c'est exactement ça. C'est se dire comment finalement, on refait passer la parole publique, pour faire un petit jeu de mots, plus la rumeur monte, plus la politique locale finalement va rassurer, va apaiser. Il faut vraiment qu'on reprenne ce rôle à la base pour dire prenez le temps, et je suis d'accord avec toi, il faut donner du temps pour se dire attention, on ne réagit pas à chaud et on prend le temps d'analyser une situation. Merci beaucoup. Je pense que Monsieur Plassard a beaucoup de choses à nous dire. Non, mais oui. D'abord, je vais réagir. Il y a une chose qui me vient à l'esprit tout de suite, qui n'est pas en rapport direct, mais qui est quand même, qui peut l'être un peu. Je ne sais pas, vous avez remarqué, on se tutoie tous. Mais parce que, avant tout, la politique, c'est de l'humain. Et que, parle pour toi, et que même si Michael est sénateur et au PS, et que moi je suis député de droite chez Horizon, même si on a des maires, dont une sans étiquette, voilà, et c'est le cas de la majorité d'entre eux,
La politique, c'est avant tout de l'humain et le fait de se rencontrer et de travailler ensemble pour un territoire. Et on a la chance d'être sur un territoire où on a cette capacité à se parler. Mais c'est vrai qu'en creux, ça peut apparaître comme étant une espèce de connivence, de petit milieu, d'un entre-soi. Et c'est difficile de dire comment on fait pour faire en sorte que quelque chose qui est profondément humain, et tant mieux, et c'est au bénéfice du territoire, n'est pas analysé par ailleurs comme étant justement l'espèce d'élite, etc. Moi, le truc qui m'a fait le plus rire, c'est que je fais de la politique, en tout cas je suis rémunéré pour ça, et je le fais de façon professionnelle et totale et unique depuis 3 ans, et j'ai une page Wikipédia qui écrit « homme politique ». Mais finalement, ça veut dire quoi? Voilà, il peut y avoir plein d'interprétations, vivre de la politique, par la politique. Enfin, c'est une parenthèse, mais les échanges que l'on a là, qui nous semblent normaux et fluides, rien que ça est déjà, à mon avis, un filtre que l'on peut avoir dans la façon dont nous sommes exposés et dont on est vu en tant que personne politique. J'avais 2 réactions à ce que tu viens de dire. C'est la fameuse expression « les journalistes », les politiques, les députés. Et ça, c'est ravageur. Mais c'est mieux, mais donne des noms. Parce que justement, lorsqu'on englobe dans un comportement, moi à l'Assemblée, je te défie de me voir monter sur ma chaise ou brandir un drapeau, ce qui est interdit, ou ne serait-ce que de ne pas être cravaté, ce qui est le cas aujourd'hui. Parce que je considère que j'ai une fonction, que je dois remplir cette fonction, mais je suis mis dans le global de... Je donne souvent une anecdote, c'était à Saint-Trojan sur le salon de l'ostréiculture. Je discutais avec des ostréiculteurs qui a priori votaient plus à droite que mon positionnement politique, et qui me faisaient une description des politiques, avec un grand P, comme étant, voilà, profitant du système trop payé dans les heures de la République, etc. etc., etc. Je dis, mais ce que vous décrivez là, c'est moi. C'est ce que vous êtes en train de faire la description de ce que je suis, c'est ma fonction. Ah bien oui, mais pas toi. Et c'est vrai que la difficulté, c'est de comment on arrive à faire cette différence entre l'image globale que l'on a. Alors je mets les médias et les politiques, parce que je pense qu'avec peut-être les assureurs et les garagistes, on est sûrement parmi les personnes les plus détestées. Et les notaires, tu crois aussi? Bon, voilà. Mais je pense qu'on peut remplir un peu la liste. Mais globalement, voilà, comment on arrive, c'est là que je suis... Et autre chose qui me fait réagir à tes propos, et où j'ai un petit décalage, quand tu dis que, en gros, je résumerais ça, j'entends parfois des maires qui disent « nous sommes les derniers remparts de la République ». Se mettre dans une posture du maire qui subit l'État, qui subit ce que décide en haut, des mecs déconnectés, on pourrait reparler du cumul des mandats, qui ne savent pas ce qu'ils font, ne connaissent pas le terrain, c'est nier, en tout cas pour une grosse partie, ce que sont les élus nationaux, qui souvent, bien souvent, majoritairement, sont des anciens élus locaux. Et je ne pense pas que parce que l'on monte à Paris, on perde cette proximité. Et c'est toute la difficulté de ce que pourraient dire les élus nationaux sur, de toute façon, sur le terrain, ils n'y comprennent rien, ils font n'importe comment, ou inversement, les propos que peuvent avoir les élus locaux, les plus proches du terrain, et je dirais les maires. Vous avez la chance d'avoir une cote de popularité bien supérieure à la nôtre, mais de dire finalement, dès que ça ne va pas, c'est la technostructure, c'est les députés, c'est les sénateurs, c'est en gros, au-dessus, ils ont décidé n'importe quoi. Et je pense que c'est destructeur de confiance dans un pays où la confiance dans la chose politique est déjà bien entamée. Pour revenir à la formation des concitoyens, de tout le monde, oui, je pense que c'est évident. Et là aussi, c'est d'utiliser, je dirais, les canaux qui sont les nôtres. Moi, en tout cas, j'essaye de prendre des stagiaires qui sont issus du territoire. Et très fréquemment, mes stagiaires sont surpris du rythme de travail qu'est le nôtre, du volume de travail qu'est le nôtre, de ce que l'engagement d'un mandat national implique en termes d'engagement de temps. Et surtout, j'en profite, tu citais ta femme, je vais citer la mienne, de l'engagement pour l'entourage. C'est juste énorme. Mais c'est aussi valable dans le monde associatif, hein, d'ailleurs, de ce que peut représenter l'entourage. Donc moi, j'essaye de prendre des stagiaires en local. C'est également d'inviter, enfin, moi j'invite, c'est pareil, c'est du colibri, hein, comme je reprends l'expression de tout à l'heure, d'inviter à l'Assemblée, de dire venez visiter l'Assemblée, venez voir à quoi ça ressemble, et je pense que tu fais la même chose au Sénat. Venez voir à quoi ressemble, d'abord vous êtes chez vous, c'est un bâtiment public qui appartient à tous les Français, et rendez-vous compte de comment ça fonctionne pour être en prise avec la réalité. Autre exemple que je peux donner, c'est d'aller dans les écoles. Moi, j'adore faire ça. J'essaye de faire en sorte que les écoles, les enseignants se saisissent de ce qui s'appelle le Parlement des enfants et montent des classes avec des projets liés à l'éducation civique et ce qui s'achève quand les moyens sont là par une visite du Parlement.
Ce sera après. Donc voilà, je pense essayer d'être au maximum comment dire, en contact. Et puis pour résumer, ce que j'aimais bien, un mot, moi je dirais que tout ça, ça se résume par l'engagement, tout simplement. Juste une phrase pour compléter. Non, mais c'est une phrase. C'est l'exemple parfait qu'il va falloir savoir déterminer la différence entre une infox et une critique. Les deux, il y en a une qui est constructive et pas l'autre. Bien. Allez, on va remettre un petit peu de sel. Sur du sel. On continue. Alors, la question, c'est est-ce que c'est la méconnaissance des mécanismes de décision qui nourrissent les infox et cette défiance-là? La réponse est probablement oui, mais elle n'est pas nécessairement la faute uniquement des gens un peu bas du front qui ne font pas l'effort de s'informer et qui paresseusement sur leur canapé avec leur tablette se font plaisir en critiquant sans essayer de comprendre avant. Je pense que les responsables publics eux-mêmes ont une vraie responsabilité dans cela qu'on doit avoir en tête pour essayer d'améliorer les choses. Je prends un exemple. C'est un exemple, comment dire, moi dans l'assemblée dans laquelle je siège, il y a une appétence, et c'est normal, plus forte pour les questions de collectivité territoriale. Pour ce qu'on appelle maintenant des territoires. On adore dire ça, des territoires, parce que quand vous dites territoire, vous évitez de parler des collectivités, parce qu'une collectivité, ça a un budget et pas un territoire. Donc on adore dire les territoires, et puis on a l'impression qu'on a l'accent quand on dit ça, donc c'est formidable. Bon. Et donc j'ai beaucoup de collègues sénateurs qui adorent les questions de décentralisation, et dès qu'il y a un problème, boum, bah, il faut qu'on décentralise là-dessus, il faut revoir la décentralisation, il faut un nouvel acte de décentralisation. Si vous décidez de décentraliser, il faut un peu avoir la préoccupation que les gens comprennent ce pourquoi ils vont voter. Ce n'est pas parce que les gens ne font pas l'effort, ce n'est pas parce que les gens sont bêtes, c'est parce qu'on ne fait pas l'effort de se mettre à la place des gens. Je vous prends un exemple. Nos concitoyens qui votent en Alsace, il y a des taux d'abstention qui ne sont pas meilleurs que dans le reste du pays. En Alsace, ils votent, au moment des départementales, ils votent pour une collectivité européenne. Cette collectivité européenne s'appelle collectivité européenne puisque vous avez des élus qui veulent se mettre des galons et se faire plaisir. Un sénateur ne devrait pas dire ça, mais comme je parle d'élus locaux qui ne sont pas dans ma région, je ne prends pas de risque, parce que je reste un politique. Et je pense aux prochaines élections. Et donc, ils s'appellent collectivité européenne parce qu'ils veulent absolument se distinguer des autres, pensant qu'ils donnent le sentiment d'arracher quelque chose pour leurs concitoyens, alors que ce qu'on leur demande d'arracher, c'est l'efficacité des services publics qu'ils proposent. Donc la collectivité européenne d'Alsace a des compétences départementales, mais exerce également une grande partie des compétences régionales. Vous prenez des gens à l'entrée d'un bureau de vote à Strasbourg ou à Sarreguemines, vous leur demandez pour quelles compétences ils vont voter ce jour-là, je pense que le résultat ne serait pas très beau. Et ce n'est pas la faute des gens. C'est parce qu'on ne prend pas soin non plus qu'il y ait dans le pays une cohésion sur ces sujets-là pour qu'on sache pourquoi on vote. Tout ça pourrait se régler. Je veux dire, on peut avoir des systèmes différents d'un endroit à l'autre, parce qu'on s'adapte, parce que je n'ai pas de dogme là-dessus. Mais ce qui manque, vous ne pouvez pas avoir une vraie décentralisation, vous ne pouvez pas avoir ce que les chercheurs appellent un parlementarisme local si vous n'avez pas des gens qui font le média, c'est-à-dire qui font le lien entre ce qui se passe, que les gens ne peuvent pas passer leur journée à regarder les délibérations, à les analyser eux-mêmes, déjà que les élus ne le font pas. Je vais parler pour les sénateurs, tiens. Déjà qu'on n'a pas le temps de faire tout ça. Donc il faut de la presse, il faut des journaux, il faut des gens qui font le filtre, des médias, des rédactions qui prennent le risque d'avoir tel point de vue dans la hiérarchisation des infos ou tel autre point de vue. C'est-à-dire pas le premier type venu sur Twitter qui va faire un truc YouTube en prétendant que lui, il a compris ce qui se passe dans telle collectivité. Des vrais journaux. Mais là, il y a un problème, c'est la question des moyens. Alors peut-être que nous, on ne s'en rend pas compte ici parce qu'on a une chance rare en Charente-Maritime. Donc il faut mesurer. On a le quotidien. On a des hebdos qui couvrent l'ensemble du département. On a des radios locales qui font vraiment de l'information locale. À quoi vous reconnaissez de l'information politique locale? C'est quand l'élu se dit « Oh non, ils vont m'interroger là-dessus ». Ben oui, parce qu'il faut qu'ils puissent venir nous mettre l'épée dans les reins. Vous avez des radios publiques qui ont très peu de moyens. France Bleu, enfin on disait France Bleu avant, ont trop peu de moyens. Et France 3, ils ont trop peu de moyens. Donc si vous n'avez pas l'information, vous n'avez pas de décision locale et pas de cohésion locale qui se fait. Et je rebondis sur ce que disait Christophe Plassard, sur la question du sentiment qu'il y a comme ça un milieu en soi. C'est peut-être des questions de...
des positionnements des uns des autres, j'en sais rien. Moi, je ne tutoie aucun journaliste local. Il y en a, ça fait 20 ans que je les connais. Je ne peux pas. Et jamais j'appelle un journaliste pour lui dire votre article était bien ou il n'était pas bien. Jamais. Parce que ce sont des journalistes aussi importants que ceux des rédactions nationales. Et je pense que donc faut d'abord que les élus eux-mêmes balaient devant leur porte sur le fait de faire comprendre comment fonctionnent les institutions. Puis il n'y a pas de secret. C'est-à-dire s'il n'y a pas la presse, s'il n'y a pas un médiateur, celui qui va faire le médiateur, c'est celui qui n'a pas de filtre. Et c'est Bidule ou Madame Machin sur Facebook. Peut-être un autre élément, on en a parlé ce midi, de la même façon, je pense que nous, parlementaires, on doit faire très très attention, parce qu'on nourrit également dans la presse nationale, qui devrait aussi faire très très attention. On a la volonté, dans ce moment d'immédiateté permanente, de montrer tous les jours ce qu'on fait de formidable. Qui fait quelque chose de formidable tous les jours? Vous tous certainement, moi pas. Il y a des jours, je ne fais rien d'épatant, je fais mon quotidien, je vais visiter des maires, j'écoute, je traite des dossiers, mais on ne fait pas des choses épatantes tous les jours. Mais à cause des réseaux sociaux, nous nous sommes mis nous-mêmes dans la situation de devoir tous les jours publier le fait qu'on coupe un ruban, on a réglé un problème, on a reçu telle association. Et ça amène à quoi? Je vous donne un exemple. Je l'ai dit à mes petits camarades, pour le coup, qui sont vraiment des camarades, de mon groupe politique, à l'Assemblée nationale et au Sénat aussi. Arrêtons, quand on arrive à faire voter un amendement, quand on arrive, parce qu'on a eu ce qu'on appelle un temps réservé, ce que vous connaissez plus par le terme de niche parlementaire. Vous avez un moment où c'est vous qui choisissez l'ordre du jour, vous déposez. Vous réussissez à faire voter votre texte ou votre amendement, mais dans la procédure parlementaire, il y a loin de la coupe aux lèvres. Hein. Un amendement, ce n'est pas une loi qui a été promulguée. Il ne faut pas mélanger les aubergines et les pommes de terre. Donc, vous arrachez un amendement, mais il faut une deuxième lecture, il faut une commission mixte paritaire, il faut une lecture ensuite dans l'autre assemblée, une commission mixte paritaire, éventuellement une deuxième navette. Et ben non, on fait des visuels pour les réseaux sociaux où on dit grâce à tel groupe, à partir de maintenant, telle disposition en vigueur. Mais c'est très très grave de faire ça, parce que derrière, vous avez Le Monde ou Le Figaro qui, tout sérieux qu'ils sont, disent, il y a 15 jours, l'Assemblée nationale a suspendu la réforme des retraites. Non, elle a voté la disposition pour suspendre la réforme des retraites, mais il y a encore une autre lecture. Badaboum, la semaine d'après, le Sénat a supprimé la suspension de la réforme. Non, oui, le Sénat l'a supprimé dans la navette, mais il n'y a rien de définitif. Et donc vous avez des gens qui, eux, sont à 3 ans de la retraite, et puis qui calculent toutes les semaines en fonction de ce qu'on leur annonce comme ça. Ça, c'est le fait des politiques et le fait des journalistes professionnels. Donc on a tous à balayer devant notre porte. Merci. Donc là, on va dire qu'on clôt notre deuxième chapitre avec d'autres mots-clés, probablement, tels que l'apaisement, tels que les lois et la connaissance des lois, tels que la transparence et puis l'engagement. J'en ai un autre, mais je le garderai pour la fin. Allez, troisième chapitre. Là, on aborde un autre point qui est celui de la désinformation organisée par des personnes intérieures ou extérieures qui effectivement vont propager volontairement de fausses informations, peut-être pour infléchir des scrutins, pour obtenir des résultats qui leur soient favorables. Et donc, nos élus, forcément, sont en contact direct avec ces influences-là. Et donc, la question qui leur est posée, c'est, à travers de certains exemples, que faites-vous? Comment pouvez-vous lutter contre cette désinformation organisée? Là, on n'est pas sur le citoyen qui a mal compris un truc et qui, derrière son écran, caché derrière son réseau, envoie une fausse info. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus, peut-être, dangereux. Qui veut prendre la parole en premier? Ouais. Alors, sur ce sujet, effectivement, là, j'ai un exemple récent, puisque vous savez que les municipales s'approchent. Et donc, nous avons un projet depuis un certain temps. Ça fait 3 ans qu'on a acheté donc une maison pour la réhabiliter en pôle santé.
Et donc aujourd'hui, je suis accusée de rien avoir fait, d'avoir fait rêver les administrés et que rien ne se passe. Là-dessus, c'est une méconnaissance de la machine, la collectivité. Parce que la machine de la collectivité, elle est très lourde à faire bouger. Il y a multiples strates aussi, rien qu'à l'échelle d'un projet. On doit établir des appels d'offres, on doit attendre, on doit établir des études avant ces appels d'offres. Et tout ça, ça met un certain temps. Alors évidemment qu'il faut informer, mais à bon escient. Et comme le disait monsieur le sénateur, donc l'information qui soit accessible à tous, parce que ce n'est pas forcément évident non plus d'expliquer tous ces strates, tous ces méandres de la collectivité, si je puis dire. Et donc aujourd'hui, ce projet il a avancé, nous avons une architecte, alors je suis accusée de l'autre côté de dépenser de l'argent. Mais c'est obligatoire d'avoir des maîtres d'œuvre, c'est obligatoire de faire des études, c'est obligatoire d'avoir des études de sol et d'attendre tous ces résultats-là. Donc, c'est une méconnaissance de dire rien ne se passe. En fait, il se passe plein de choses. Il faut communiquer, mais on ne peut pas communiquer tout le temps. Trop communiquer, je dirais, tue l'information aussi. Et en même temps, c'est important aussi d'informer nos administrés et de leur faire comprendre à quelle étape nous sommes et combien de temps prend cette étape. Et tout ça est très long. Là, sur la rénovation énergétique, pour être très concrète, sur la rénovation énergétique de l'école, où on a quand même refait une chaudière, qu'on a mis une VMC, qu'on a refait un relamping, qu'on a isolé, donc c'est un gros projet. J'y travaille depuis l'élection de 2020. Et donc là, on va arriver en fin 2025 à la finalité de ce projet. Donc voilà, c'est long, c'est pas toujours compréhensible. Entre-temps, on est attaqué parce que rien n'avance, mais la grosse machine est longue à faire bouger. Merci. Donc là, on a un exemple de temps, d'espace-temps qui n'est pas le même côté effectivement citoyen, etc. Et puis côté collectivité, qui elles doivent répondre effectivement à un certain nombre de cadres. D'autres exemples sur effectivement ces pressions organisées? Un sujet que tout le monde connaît, et là on est vraiment sur le cas d'une fake news, et ça concerne du coup aussi notre sénateur qui est conseiller départemental. On va parler du Fort Boyard. Il y a quelques jours, un très bel article annonce qu'une experte annonce, oui mais les travaux auraient pu franchement attendre 20 ou 40 ans. C'est une vraie fake news, c'est-à-dire que cette experte n'a jamais été contactée. Et effectivement, nous, les études qui ont poussé au département à réagir vite, c'est que les experts nous ont dit le devant du Fort Boyard est déjà dans le vide. Donc rien ne nous garantit la durée dans le temps, puisque là, on ne sait pas comment ça peut réagir. Voilà, ça c'est l'exemple typique d'une vraie fake news et qui peut impacter sur un cadre large, puisqu'on est sur l'ensemble de la Charente-Maritime. Ça peut impacter aussi bien des citoyens, parce que c'est vrai qu'on parle d'argent public et qu'on parle quand même de nombre de millions importants, mais également voilà, les maires qui certains se positionnent en disant il faut aider, c'est l'image de la Charente-Maritime, il faut qu'on participe à cet effort. Et là, non seulement ça lance un débat, mais ça lance un débat faussé. C'est le principe d'une fake news. Une fake news, une infox, la différence, c'est que c'est une stratégie. C'est-à-dire que c'est fait volontairement pour soit instiller un doute, soit vraiment pour orienter une pensée. Et là, on est vraiment dans ce cas-là. Donc là, l'article date d'il y a 2 jours. Donc c'est une nouvelle fraîche, on peut dire, mais pas pour autant vraie. Donc c'est important aussi que dans des collectivités comme les nôtres, on soit capable. Et vous voyez, là, quand on dit mais comment se défendre d'une fake news, eh ben, c'est ce que je suis en train de faire. C'est vous dire, bah non, 20 ou 40 ans, c'est faux. Hein, c'était maintenant. Donc voilà, le meilleur moyen, c'est, comme dans nos communes, de se servir finalement de notre réseau social à nous,
qui sont les associations et qui sont nos habitants pour qu'eux-mêmes puissent transmettre une vérité. Et je crois que c'est la base aujourd'hui de la meilleure voie possible, hein, encore remplacer le numérique par l'humain. Je crois que c'est quand même très important. La question, non pas subsidiaire, mais sous-jacente, hein, de fait, c'est pour servir quoi? C'est-à-dire que cette idée de dire, mais en fait non, réfection du Fort Boyard, pas utile, bon, ça peut attendre 20-30 ans, on sait que c'est faux. Quel est l'intérêt pour servir quel objectif? Puisque c'est un petit peu le sens de la question, en fait, derrière de ces groupes organisés. Complètement. Donc là, l'objectif, c'est d'atteindre une personne en particulier par des désinformations qui vont créer le doute. Parce que c'est un doute sur une politique engagée. Donc on met en place le doute sur une présidente, mais sur aussi des élus qui votent. Et finalement, encore une fois, l'Infox va semer le doute sur la politique au sens large, c'est-à-dire comment nous sommes dirigés, qui sont les gens qui prennent des décisions pour nous. Et aujourd'hui, le danger, et je reste malheureusement un peu persuadé du prérequis que j'ai dit tout à l'heure, je pense qu'aujourd'hui, les maires sont encore le symbole de la stabilité et du, je vais même être un peu plus désagréable, le bon sens. C'est un mot qu'on oublie, mais c'est vrai. Et je ne te critique pas, c'est un plaisir d'être avec toi, mais tu n'es pas le seul parti à l'Assemblée, et je vise des partis bien spécifiques où effectivement le désordre nous fait quitter le bon sens, et aujourd'hui peuvent mettre à mal des politiques qui sont vraiment des politiques locales, où on s'engage, où les villes s'engagent, où les élus s'engagent au quotidien. Et c'est compliqué aussi dans l'avenir de créer une voie pour les élus. Quand on se dit être élu, finalement, qu'est-ce que ça va être? Si c'est pour être attaqué tous les jours, si c'est pour qu'on nous sabote dès qu'on essaye d'avoir un projet, comme celui de la maison de santé, quel est le rôle de l'élu dans l'avenir? Et je pense que démocratiquement, le risque est très important. L'Infox peut vraiment être un outil de destruction de la démocratie. Moi, je dirais, vous n'avez pas le monopole. Quelqu'un avant moi avait dit, vous n'avez pas le monopole du cœur. Je dirais, vous n'avez pas le monopole du bon sens, mes amis. Et s'il y avait le cumul des mandats, si on revenait sur ça, c'est une des raisons pour lesquelles je le défends. Quand on est parlementaire et qu'on vote une loi, et qu'à la fin de la semaine, on se retrouve en conseil municipal et qu'on doit appliquer cette loi, je pense qu'on ne voterait pas forcément toujours de la même façon. D'où l'intérêt d'avoir un vrai lien fort entre un mandat local et un mandat national. Ce n'est que mon point de vue. Il est assez partagé. Pour faire une deuxième citation d'un autre président de la République, le général de Gaulle disait les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Et il se trouve qu'à l'Assemblée, je travaille plus particulièrement sur les sujets de défense nationale et que je viens de sortir un rapport sur la guerre économique et donc sur un certain nombre d'enjeux, et notamment les enjeux de souveraineté. Et je dirais à qui profite le crime. Et donc, si on s'élève, pas au sens intellectuel, mais simplement si on regarde, si on prend de la hauteur, je dirais au niveau géopolitique et géopolitique mondial, aujourd'hui, on est dans un monde de compétiteurs. Certains sont facilement identifiables. Si je vous dis Russie, Chine, vous n'allez pas tomber de l'armoire et vous saurez à peu près de quoi je veux parler. Mais nos alliés les plus proches, on peut parler des Américains lorsqu'il s'agit d'enjeux industriels, d'enjeux de souveraineté, d'enjeux de pouvoir, d'enjeux économiques, d'enjeux de savoir-faire, de maîtrise des brevets, etc. etc. La puissance de ces enjeux fait qu'aujourd'hui, un certain nombre d'États ont intérêt à déstabiliser, à fragiliser notre économie, notre recherche, notre posture, etc. Et que les leviers possibles dans ce qu'on appelle maintenant les guerres hybrides, et donc des guerres qui ne sont pas uniquement faites avec des bombes et des avions de chasse, passent justement par l'exploitation de l'information. Et c'est pas, comme c'est assez malin et bien fait, ça passe pas en ligne directe, hein, c'est pas directement Fox News qui nous déverse une information, mais on peut s'interroger lorsque, par exemple, on a le ralentissement de certains investissements par des interventions d'ONG. On peut s'interroger sur qui finance ces ONG et quel est l'intérêt sous-jacent de telle ou telle organisation qui peut paraître la plus noble possible,
et qui finalement, par ricochet, va servir les intérêts d'un État, d'une entreprise étrangère. On le vit sur un certain nombre de sujets, comme les licences d'exportation dans le monde de l'armement, par exemple. Et donc, par rapport à la question que vous posiez, moi, c'est un enjeu de souveraineté. Et de la même façon que, je dirais, avec notre carte bleue, quand on parle de la malbouffe, on a possibilité, sous réserve des capacités financières des uns et des autres, bien sûr, mais qu'on a la capacité de choisir ce que l'on achète, un jouet, un textile, une denrée alimentaire. On a également, à travers les réseaux que nous utilisons et les outils numériques que nous utilisons, la possibilité d'entretenir cette souveraineté ou au contraire de la fragiliser. On l'a vu récemment, je donne 2 exemples. La gendarmerie nationale, depuis des années, a développé des logiciels internes pour produire ces rapports CPV, etc. Les informations que vous avez dû voir passer sur les licences Microsoft et l'évolution de la réglementation Microsoft n'a pas impacté la gendarmerie, là où la police nationale, qui était un client de Microsoft, s'est retrouvée avec une exposition forte et des coûts et une obligation de réaction. Donc, dans l'utilisation, je pense si vous aimez bien les mots, donc je dirais qu'il faut arrêter d'être naïf, voilà, et de se rendre compte, sans être non plus obsédé par du franco-français ou de l'européen à tous les niveaux. Il faut savoir qu'à partir du moment où on fait un certain nombre de choix, et je vais donner un exemple de nos messageries instantanées, WhatsApp, Telegram, on a des solutions franco-françaises qui marchent très bien, qui s'appellent Signal, qui s'appellent Olvid. Et moi, j'ai basculé l'ensemble de mon équipe parlementaire sur Olvid. Je n'utilise pas, et je ne pense pas être le vecteur de secret défense absolu, mais c'est dans une espèce de discipline d'usage, de bien regarder quels sont les outils que l'on utilise. Lorsque quelque chose est gratuit, bien souvent, on est le produit. Et cette discipline d'usage et cette perte de naïveté est, à mon avis, un des vecteurs importants de la maîtrise que l'on a à travers les canaux qu'on utilise, de l'information que l'on utilise. Et lorsque l'on reçoit une information, fût-elle la plus bienveillante, extraordinaire, pour protéger la veuve et l'orphelin, il peut y avoir derrière une action directe ou indirecte d'un pays ou d'une puissance financière qui a pour objectif de cranter quelque chose, de gagner quelque chose, et pas forcément uniquement de nous préserver d'un certain nombre je sais pas moi, de menaces diverses et variées. Et donc, voilà, la souveraineté au sens large, et c'est un champ très, très, très vaste qui couvre notamment celui qu'on voit aujourd'hui, qui est celui de l'information, à la fois dans les canaux et dans les contenus, est quelque chose sur lesquels il faut je pense, qu'on se mobilise, qu'on se sensibilise, et tout simplement qu'on se discipline dans nos usages. Je veux dire, au lieu de converser sur WhatsApp, de converser sur Olvid, ça ne coûte pas plus cher, ça fonctionne aussi bien, les données ne sont pas sur des serveurs étrangers, c'est pas exposé, voilà. Et là où on pourrait être exemplaire, et vous l'évoquiez tout à l'heure en début d'intervention, si le président de la République, par exemple, disait « je ne réponds plus aux messages WhatsApp et aux messages Telegram », si on veut lui parler, on serait bien obligé d'utiliser la messagerie qu'il a choisie, et qu'il choisisse Signal ou Olvid, on pourrait y arriver. À l'Assemblée nationale, c'est un exemple que je cite, on a fait un travail avec notre instance numérique qui s'appelle le comptoir numérique, pour essayer d'imposer cet outil qui s'appelle Olvid. J'ai aucune action chez Olvid. Et on s'est buté à un moment donné à un problème de financier. Une licence Olvid pour avoir toutes les fonctionnalités, c'est 5 € par utilisateur et par mois. On peut considérer qu'à l'Assemblée, on est environ 3000 à travailler, les 577 députés et leur environnement. 3000 x 5, c'est 15 000 € par an, c'est 15 000 € par mois, 180 000 € par an. On a un budget de plusieurs dizaines, je crois même centaines de millions d'euros à l'Assemblée. On n'est pas capable de mettre 180 000 € sur une table pour sécuriser nos échanges. Donc je pense que sans dramatiser, et on a eu quelques exemples, je pense à notre chef d'état-major des armées récemment, sans vouloir dramatiser la situation, mais en étant en même temps réaliste, pour ce qui est de la guerre dite hybride, ce n'est pas une guerre qui va arriver, c'est une guerre dans laquelle nous sommes, et qu'il faut faire tomber cette naïveté, et qu'il faut, dans nos comportements, dans nos choix de citoyens et d'élus, puisqu'on parle d'élus, être capable de faire des choix qui ne sont pas forcément des choix très chers, qui sont juste des choix de bienveillance, d'intelligence, j'allais dire, éclairés, de bon sens. Comme quoi on peut avoir du bon sens même à l'Assemblée nationale. Et TikTok, TikTok.
peut-être, monsieur le sénateur. Oui, je vais vous parler de TikTok, je vais rebondir sur ce que mes deux collègues viennent de dire. Alors sur la question de la guerre hybride, de la naïveté, je souscris à tout ce que vient de dire Christophe Plassard. C'est un sujet sur lequel on est quelques-uns à travailler. Moi, je rends annuellement, je suis co-rapporteur sur le budget justement de Viginum et de l'ANSSI et d'une partie du secrétaire général à la Défense nationale. Et on a tous ces sujets-là. À une différence près, c'est que moi, il y a longtemps que je ne dis plus l'allié américain. Mais voilà. Oui, mais tu as dit y compris l'allié américain, mais regardez, on ne peut pas tout développer aujourd'hui, mais vous êtes nombreux à le connaître, et pour ceux qui ne connaîtraient pas, regardez le documentaire ou lisez le bouquin sur Cambridge Analytica. Je vais en dire un mot maintenant en parlant de TikTok. L'autre point sur lequel je voulais venir, je pense que c'est très très important. Mon collègue conseiller départemental donne un exemple concret. Sort dans le Canard enchaîné mercredi cet article. On me prévient, on me dit il y a un article sur Fort Boyard dans le Canard enchaîné. Ce que je fais, je regarde le Canard enchaîné. Je lis l'article. Dans tout ça, il faut distinguer le bon grain de livret, c'est-à-dire il y a une patte Canard enchaîné, il y a une façon de critiquer les élus, de le passer à l'acide. Et comme disait Romain Gary, ce sont justement en passant les valeurs à l'acide qu'on se rend compte des valeurs qu'on ne supporte pas de voir passer à l'acide et quelles sont celles qu'on accepte de voir passer à l'acide. Et bon, la liberté d'expression, elle est ce qu'elle est. Donc dans l'article, le côté, les histoires de copinage, la manière dont on moque les élus, bon, le Canard enchaîné, il existe, et heureusement. La seule information intéressante que j'ai retenue dans cet article, c'est le fait qu'une architecte déclare avoir prévenu sur le fait qu'on avait 20 ou 30 ans devant nous. Et donc, je vous livrer ça là, brut de décoffrage, ce que j'ai dit à mes camarades, puisque nous avons une boucle dans l'opposition, j'ai dit la seule question intéressante qui va être à poser, et on va être obligé de la poser, parce que maintenant elle est publique, est-ce que oui ou non, ce qui nous a été présenté sur le fait de dire si on ne le fait pas maintenant, c'est fichu, et on est quelques-uns à penser que ça n'aurait pas été grave de laisser le Fort Boyard repartir à la mer, mais je laisse ce sujet de côté. C'est de savoir si oui ou non, on nous a induit en erreur. On va poser la question, on a une session bientôt, la présidente va répondre, et en fonction de ça, chacun prendra ses positionnements. Là où je ne suis pas d'accord avec mon collègue, c'est qu'il ne faut pas mélanger, parce que sinon, quand il y aura vraiment des infox, on aura du mal à les qualifier pour ce qu'elles sont. Là, dans le cas d'espèce, il y a un droit de la presse qui existe. Et si l'information est fausse, et je n'ai pas de doute que si la présidente dit c'est faux, elle nous montre tout ça, etc. Je dis ça sans aucune arrière-pensée taquine, franchement, parce que ce sont des sujets importants. Si c'est faux, il faut demander, soit attaquer en diffamation, parce qu'il y a un droit de la presse, bien que la diffamation soit difficile à qualifier. Et si l'avocat du département dit ça va être un peu compliqué sur la diffamation, parce que pour telle raison, diffamation c'est très, très, très compliqué, puis c'est retour de boomerang, parce que quand vous perdez, quand vous attaquez en diffamation, je dis notamment ça quand on est élu, la personne que vous attaquez, qui s'est mal comportée, mais que vous n'arrivez pas à faire condamner, dit « j'avais le droit de le dire ». Ça ne veut pas dire que ce qu'elle a dit était vrai, ça veut dire qu'il n'y avait pas eu de diffamation. L'autre aspect, c'est le droit de réponse. Il faut utiliser les outils qui, dans le droit de la presse, mettent face à leurs responsabilités les rédacteurs en chef, parce qu'ils ont une responsabilité, et c'est aussi pour ça qu'ils apportent quelque chose d'important au débat public quand ils se comportent bien, et que quand ils se comportent mal, on peut faire pan sur le bec, comme dit le Canard enchaîné. Donc moi, je crois que là, je ne sais pas si on a affaire à une infox, on peut avoir affaire à de la légèreté rédactionnelle, au fait qu'ils ont relayé une parole sans la vérifier, et je pense qu'il faut qu'on fasse gaffe. C'est-à-dire que tant qu'il existe l'outil classique du droit de la presse, on n'est pas encore dans l'infox organisé, etc. Voilà. Mais on est déjà dans la notion de doute. On est en plein dedans. Oui, mais des journalistes qui mettent le doute en disant « ça ne s'est pas passé exactement comme vous pensez », s'ils vérifient leurs sources et s'ils font leur travail correctement, c'est aussi leur travail. Donc la frontière, elle est très difficile. Et donc, si on se met... Ce n'est pas ton intention. Je n'ai pas dit ça. Je dis que si, comme Trump, on se met, dès qu'une info nous est déplaisante, à dire fake news, on va se trouver dans une difficulté. Il faut qu'on fasse collectivement attention à ça. La deuxième chose, dans la question de l'esprit critique, du débat contradictoire, je suis très, très, très méfiant sur l'argument conclusif du bon sens. Alors au Sénat, un tiers des interventions, c'est à la fin, et monsieur le ministre, faites preuve au Sénat et à son bon sens. Boum, là, tu ne peux plus rien dire, parce qu'il y a ceux qui ont le bon sens terrien, les pieds soit dans la glaise, soit dans... et il y a les autres qui ne comprennent rien. Je pense qu'il faut faire très, très attention
à la question du bon sens, parce que ce n'est pas un argument critique à la fin. Sur TikTok, la désinformation organisée. Dans le rapport TikTok, donc j'étais rapporteur de cette commission d'enquête, qui était demandée par j'étais président de cette commission d'enquête, dont le rapporteur est celui qui en est à l'initiative, Claude Malhuret, parce que vous avez aussi chez les parlementaires un petit jeu consistant à faire croire qu'ils sont toujours à l'initiative de la commission dont ils sont le rapporteur ou le président. C'est bien le rapporteur, Claude Malhuret, qui, au nom de son groupe, a demandé un droit de tirage sur TikTok. Et moi, j'y suis allé. Comment ? L'excellent, dans son discours, Claude Malhuret. Je suis allé voir Claude Malhuret. Je lui ai dit, écoutez, moi, je ne suis pas d'accord avec la façon dont vous parlez à mes amis communistes. Je n'aime pas votre approche de la relation transatlantique. Je n'aime pas la manière dont vous intervenez parfois et le mode que vous utilisez. Et puis maintenant qu'on se l'est dit, on va faire du bon travail ensemble. Et je pense qu'on a fait du bon travail ensemble parce qu'il a eu tout à fait raison de poser ce sujet. Qu'est-ce qu'on a vu là-dedans ? On a auditionné notamment un organisme qui s'appelle NewsGuard, qui au niveau européen essaye de coaliser des rédactions de journalistes pour faire des veilles sur la question de l'infox. Et donc, il est important de savoir qu'il y a l'infobésité, c'est-à-dire le fait de balancer des informations, pas forcément fausses, mais où une information chasse l'autre, et vous ne pouvez plus prendre le temps de creuser une information et vous en retenez finalement quelque chose qui est biaisé, par exemple que le titre, ce qu'on disait tout à l'heure sur le Sénat a abrogé, alors qu'il ne s'est pas encore abrogé. Vous avez la mésinformation, c'est-à-dire des informations qui ne sont pas complètes, des sujets qui sont traités de manière légère et à la fin, le résultat est que vous n'êtes pas informé correctement. Et vous avez l'infox ou la volonté d'avoir une mauvaise information dans le cadre qu'a décrit mon collègue, qui parfois est un cadre structuré et organisé, de guerre hybride, où on est là pour déstabiliser en face. Donc il ne faut pas tout mélanger non plus. Voilà, une information avec laquelle on n'est pas d'accord et on veut prouver le contraire, l'exemple de la question du Fort Boyard, où ça mérite de creuser, d'aller plus loin, jusqu'à la déstabilisation totalement organisée. Je donne 2 exemples. Je vais d'abord poser un principe. Vous avez dans les films et les romans, en sont plein, mais tous les films français un peu des années 70, les films d'Henri Verneuil ou autres, où vous avez les types qui, le soir, on leur dit on va faire un collage et on va annoncer tel truc. La mésinformation ou la manipulation de l'information, c'est vieux comme le monde. Les Grecs, les Romains, tout ce que vous voulez. C'est très très vieux. Le fait de balancer un tract l'avant-veille d'une élection municipale en disant quelque chose qui n'est pas vrai. Ouvrez les journaux il y a 150 ans. Moi, j'ai quelques exemplaires de ce qui s'appelait à l'époque le journal de Marennes. C'était pas triste, hein. Enfin, ça vaut pas mieux. Mais la grande différence, l'énorme différence, c'est qu'avant, tout cela se faisait de manière publique. C'est-à-dire le matin, quand tout le monde se réveillait et allait au café pour raconter des fausses informations ou pour dire du mal du maire, parce qu'à l'époque, c'était là. Ça l'est encore d'ailleurs un peu aujourd'hui, mais c'est plus sympa de le faire autour d'un café. Et en général, quand le maire ou l'élu rentre dans le café, ça baisse un peu. En tout cas, c'était au vu et au su de tout le monde. Si vous aviez un politique qui disait quelque chose de faux, qui disait quelque chose d'outrancier, de déstabilisateur, c'était sur l'unique chaîne de télévision ou sur une des 3 chaînes de télévision, et le lendemain, tout le monde pouvait commenter la même chose. C'est David Colomb, qui est un chercheur extrêmement intéressant sur ces sujets-là, qui explique que la manipulation d'informations, c'est très vieux. La grande différence dont il faut avoir conscience, c'est que quand je suis, moi tout seul, face à ma bulle de filtre que l'algorithme me concocte, ou quand votre enfant, dans sa chambre, en dehors de votre regard, parce qu'il n'est pas derrière l'ordinateur, au milieu du salon, comme il y a 15 ans, à attendre que la page se charge à cause du modem trop long. On ne sait plus qui regarde quoi. Et donc la manipulation n'est plus au vu et au su de tout le monde. Ce qui fait que, je prends l'exemple de Cambridge Analytica, vous avez des informaticiens, des algorithmistes, si on peut dire, je ne sais pas, qui, au service d'un candidat, en 2016, aux États-Unis, se sont dit « Bon, on ne va pas le faire sur l'ensemble du pays, parce que ça va se voir un peu. Quels sont les comtés, donc l'équivalent, j'en sais rien, de nos cantons, de nos départements, quels sont les comtés qui sont tendancieux pour faire basculer un État? Lequel État peut faire basculer le résultat national? » Ils ont ciblé des comtés, et ils ont ciblé les gens, non pas en envoyant une information pour dire « votez Trump », point. Ce n'est pas des affiches électorales qu'on balance comme ça, mais pour dire « tiens, on a remarqué que les gens qui aimaient beaucoup les chatons, mais ce que je dis est véridique, hein, ou qui aiment beaucoup les animaux, peuvent être sensibles
au fait qu'on dise Hillary Clinton n'a pas voté telle disposition il y a 3 ans sur, j'en sais rien, la condition animale. Et le but, et c'est là où on rentre dans une lutte contre la démocratie, n'était pas de convaincre, c'était de dissuader des gens susceptibles de voter pour Hillary Clinton, il faut déjà être bien à droite, susceptibles de voter pour Clinton, et de les dissuader d'aller voter. C'est-à-dire qu'on ne veut même pas les convaincre d'aller voter pour le camp d'en face, on veut les convaincre de ne pas exercer leurs droits démocratiques. Donc c'est l'immédiateté et le vis-à-vis avec ce machin qui fait qu'on est déstabilisé et qu'on s'en rend compte après. Et quand vous avez des opérations de déstabilisation, elles sont très très dures à qualifier sur le moment. J'en termine. Quel est un des éléments dont on ne peut pas se passer? Je ne dis pas que c'est la solution, parce que sinon, c'est l'éducation. Tant que de manière massive, on n'aura pas des sociétés éduquées, donc on est éduqué par les gens qui savent enseigner. On n'est pas éduqué par le premier kidam sur Facebook ou par... Donc c'est l'éducation nationale, si possible publique. Allez, on va prendre tout le monde quand même. Bon. En tout cas, être éduqué pour que quand une information vous arrive ou quand vous avez une petite suspicion, vous soyez capable d'aller chercher l'information, mettons, auprès de Viginum pour savoir si en ce moment, il ne se passe pas un truc de ce côté-là. Parce que sinon, ce qui va nous arriver, et j'en termine, nous sommes dans un continent qui a certains standards démocratiques et de liberté publique. Ils ne les respectent pas tous. Ça nous arrive de voter pour des référendums et qu'on nous fasse avaler le contraire 3 ans plus tard. Ça arrive qu'on fasse voter les Irlandais 2 fois jusqu'à ce qu'ils votent correctement. L'Europe n'est pas exempte de reproches. Mais néanmoins, au sein de l'Union européenne, où nous sommes partis à plusieurs conventions internationales sur le respect des principes démocratiques, il a fallu trouver le courage en Roumanie d'annuler le premier tour d'une élection présidentielle. Imaginez en France, c'est énorme, parce qu'un candidat qui avait un taux de notoriété de 1, je ne sais pas combien, était voulu par 25% des Roumains 3 mois plus tard, du fait de TikTok. Ça a été documenté derrière. Donc ce qui peut nous arriver de très grave, c'est que 2 mois, 1 mois, 3 jours avant un second tour, vous avez un truc qui explose, qui est voulu, qui est calculé et qui altère, comme on dit en droit électoral, la sincérité du scrutin. Et là, vous avez un pays qui bascule parce qu'il y a des gens qui y ont intérêt pour des intérêts financiers géostratégiques. Je pense que les générations, là, grosso modo, on est mal barrés parce qu'on n'a pas été éduqués là-dessus, nous compris. Et donc, si on ne met pas les choses au carré sur l'éducation, et ça demande des moyens, donc ça demande des choix budgétaires, on se prépare des lendemains qui ne sont pas forcément très chantants. Et pourtant, j'aime bien les lendemains qui chantent.